La financiarisation de l'économie mondiale a entraîné des transformations profondes du fonctionnement des grandes entreprises. Ces changements concernent à la fois la gouvernance des firmes, leur structure organisationnelle, mais aussi leur mode de gestion. Les normes comptables et les systèmes d'information financiers ont été modifiés. La valeur actionnariale des entreprises cotées est désormais devenue l'épicentre de leur stratégie. Cette conception de l'entreprise s'est désormais largement imposée. C'est d'ailleurs celle qui domine désormais dans l'enseignement du management et de la gestion en France, comme à l'étranger. Pour autant, certains économistes en font une critique radicale. Ces économistes préconisent de sortir l'entreprise de la logique de financiarisation. C'est le cas de notre invité, Benjamin Coria. Benjamin Coria, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 13. Vous êtes un spécialiste notamment des théories de l'entreprise. Vous avez publié un ouvrage sur les nouvelles théories de l'entreprise. Mais vous avez publié aussi de nombreux livres sur l'évolution du système technique. Et je me souviens de L'Atelier et le robot, qui est pour moi un livre un peu prémonitoire, publié en 1990. Mais aujourd'hui, vous êtes aussi animateur et coprésident du collectif des économistes atterrés. Alors, qui sont ces économistes atterrés ? Les économistes atterrés, c'est donc un collectif qui s'est formé il y a environ 18 mois, donc peu après l'explosion en plein vol de la finance mondiale. Et il s'est formé parce qu'on se disait, enfin, on va en repasser aux choses sérieuses, on va s'attaquer à la financiarisation et revenir à des économies qui vont se remettre à fabriquer des richesses comme elles auraient jamais dû cesser de le faire. Et donc on a été atterrés parce que, au lieu que ça sonne la fin des folies libérales, néolibérales en l'occurrence, et de la déréglementation à tout crin, on a vu au contraire l'idéologie néolibérale plus forte que jamais et prendre le contrôle des budgets publics, inventer que les déficits étaient provoqués par un excès de dépenses publiques, alors que 500 milliards de dettes dans le cas de la France ont été fabriquées pendant les 5 dernières années, et en particulier pendant le moment où il a fallu secourir les banques. Et donc on était atterrés, il n'y avait vraiment pas d'autre mot, atterrés de voir que non seulement ce n'était pas la fin de la financiarisation, mais que la finance faisait de nouveaux progrès en utilisant la question des déficits publics. Voilà, en 2 mots. Alors, ce mouvement des économistes atterrés rencontre un grand écho dans le public. On fait preuve le tirage des ouvrages. Vous avez collaboré récemment à changer l'économie, nos propositions pour 2012, en co-signant dans cet ouvrage un article sur entreprise, sortir de la financiarisation. Et c'est ça que nous allons évoquer. Mais je voudrais quand même revenir à votre ouvrage d'il y a une vingtaine d'années, L'Atelier et le robot. Vous annonciez dans cet ouvrage l'évolution vers un nouveau système technique lié à l'informatisation et l'automatisation des usines. On a le sentiment, j'ai relu cet ouvrage il y a peu, que finalement la trajectoire a été modifiée à cause de la globalisation et de la financiarisation par rapport à ce que vous décriviez à l'époque. Oui, elle a été en partie modifiée parce que la globalisation a permis, à travers les délocalisations, de retrouver les temps bénis du travail taillable, corvéable à merci, dans de très grandes proportions. Et on a substitué le travail au capital, finalement. Voilà, alors qu'on était dans des trends dans lesquels on avait plutôt des tendances à l'alourdissement du capital et dans lesquels il y avait aussi des éléments positifs de requalification du travail autour de systèmes techniques complexes qu'il fallait être capable de manipuler. Ça ne s'est pas arrêté, ça a continué. Mais disons que la globalisation a réouvert la possibilité de produire en très grande série à très bas coût avec de la main-d'œuvre totalement sous-payée. Et donc effectivement, la trajectoire a été en partie modifiée. Si on rajoute à ça l'arrivée de la financiarisation et ces exigences totalement folles de taux de rentabilité, de taux de rémunération du capital placé à 15%, ça explique qu'il y a eu plusieurs ruptures
au sein de cette trajectoire. Alors justement, qu'est-ce qui a été modifié par la financiarisation de l'économie? Ce qui a été modifié, c'est la gouvernance des entreprises et à partir de ces changements de gouvernance, les objectifs de l'entreprise. Alors c'est une tendance mondiale, hein, mais disons qu'en France, elle a été spécialement forte. Elle a été spécialement forte et je vais vous dire pourquoi. Parce que en France, on a toujours eu un parc public industriel très important, hein, qui datait d'abord de l'après-guerre et qui a été considérablement étendu en 81, comme chacun sait. Que ça soit une bonne ou une mauvaise chose, c'est une autre discussion. Hein. Là, je discute des faits. Bien. Et puis, en 86, on a commencé une série de privatisations. Et donc, ces privatisations ont été d'autant plus importantes qu'on partait d'un parc public extrêmement important. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas eu à privatiser parce que ces entreprises étaient déjà des entreprises privées. Bien. Et à ce moment-là, donc, on a vu arriver des investisseurs institutionnels professionnels, gestionnaires de fonds pour tiers, qui sont rentrés en masse dans la structure des entreprises françaises, en particulier celle du CAC, mais pas seulement. Voilà, et elles sont arrivées avec donc des nouveaux acteurs financiers. Ah oui, des acteurs financiers qui existaient. Mais qui apparaissent pas simplement en France. Non, non, sur l'ensemble de la planète. Mais particulièrement brutalement en France. Particulièrement brutalement en France, parce que tout d'un coup, on est passé d'un énorme parc public, énorme, hein, à des privatisations de masse. D'où l'arrivée spécialement, j'ai envie de dire, spectaculaire et massive de ces acteurs. Avec une toute autre culture, qui n'était pas du tout la culture de gestion des entreprises pour la fabrication de richesses, etc. Avec la culture de « il faut que ça rende ». Il faut que ça rende, parce que ces investisseurs institutionnels étaient eux-mêmes en compétition. Bon. Et donc, il fallait qu'ils rendent compte aux gens qui leur confiaient leur épargne de la qualité de leur performance relative. Donc, il fallait montrer que chacun était meilleur que l'autre pour placer son argent. Bien. Donc, l'évolution était brutale en France, mais c'est une évolution qu'ont connue aussi les États-Unis, le passage du Fordisme à la financiarisation. Bien sûr, c'est une évolution mondiale, mais encore une fois, en France, elle a été spécialement forte. Spécialement forte. Voilà. Donc ces acteurs se sont mis à exiger, grâce aussi à la globalisation, hein, des taux de rentabilité totalement fous, hein, 15% de rémunération, alors que les économies croissaient à 2%, donc il fallait prendre cet argent quelque part, donc totalement fou. Aussi grâce à la globalisation, hein, parce que le chantage, c'était ou vous nous donnez, vous, 15%, ou on va aller les chercher ailleurs. Hein. Bon. Et voilà. Et ceci a amené un bouleversement complet du mode de gestion des entreprises. Donc on est passé, si vous voulez, de la gouvernance, avec l'arrivée de ces nouveaux acteurs, à la gestion. Et la gestion est devenue largement orientée, ou principalement orientée, vers le bénéfice qui pouvait être obtenu pour ces acteurs, c'est-à-dire deux choses. La valeur des titres en bourse, d'un côté, et de l'autre côté, les dividendes. Et quand on regarde le partage des profits pendant cette période de ces 20 ou 30 dernières années, on a une montée de la part des dividendes dans le profit qui est absolument spectaculaire, et on a cette recherche permanente de valeur actionnariale au détriment de tout le reste. Et c'est ainsi qu'on a pu voir de nombreuses entreprises qui allaient fort bien, hein, et qui avaient des rentabilités qui étaient tout à fait considérées comme satisfaisantes dans les périodes antérieures, boucler ces activités parce qu'elles n'atteignaient pas les 15% de taux de rendement. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans votre approche, c'est de ne pas avoir simplement une approche macroéconomique, mais de regarder ce qui se passe concrètement dans les entreprises. Et ce que je voudrais voir avec vous, justement, c'est les conséquences concrètes de la financiarisation de l'entreprise. Alors, il y a un premier point que vous abordez dans votre article, c'est les transformations sur les systèmes de production. Oui. La transformation principale sur les systèmes de production, c'est qu'on a fait rentrer le marché à l'intérieur des ateliers ou à l'intérieur des bureaux. Ça veut dire que de plus en plus, on a fonctionné avec des formes de management
par projet, qui étaient eux-mêmes systématiquement évalués, et c'est la performance qui va déterminer une part très importante du mode de rémunération. Donc de ce point de vue, on a eu cette espèce de lieu protégé qui était l'entreprise, dans lequel on faisait son activité, est devenu un lieu envahi par le marché et les contraintes de marché. Mais on avait déjà des normes de productivité. Ah, mais qu'une entreprise ait des normes de productivité est une chose naturelle. On ne peut pas envisager des entreprises qui ne dégagent pas davantage que ce qu'elles coûtent. C'est-à-dire qu'on avait des préoccupations de productivité et on est passé à des préoccupations de rentabilité, y compris dans les ateliers. Et mais de rentabilité folle. C'est ça le fond de l'affaire. Encore une fois, personne ne peut imaginer qu'une entreprise fonctionnant en marché puisse renoncer à un niveau minimum de rentabilité. La question n'est pas celle-là. La question est quel est le niveau de rentabilité et comment c'est obtenu et par quels moyens. Surtout dans les conditions dans lesquelles, si ces niveaux de rentabilité ne sont pas atteints, on peut fermer soit pour s'installer ailleurs, soit pour placer son argent dans une toute autre activité. C'est à ça qu'on a assisté. Donc la recherche de ces niveaux de rentabilité a même modifié les modes de gestion du travail. A totalement modifié les modes de gestion du travail avec une impersonnalisation des contraintes, avec un report si vous voulez, on en avait parlé un petit moment, les méthodes de gestion à la japonaise, qui sont des méthodes de gestion dites en juste à temps, etc. Moi, à une certaine période, j'en avais expliqué tout l'intérêt. Parce que ça permettait de réduire les coûts et donc à partir de ce moment-là de contribuer à la productivité sans toucher nécessairement au travail et au salaire, puisque les économies se faisaient ailleurs. Elles se faisaient sur le taux d'utilisation des machines, elles se faisaient sur les stocks, elles se faisaient sur les encours, elles se faisaient sur les intermédiaires. Sur la conception en amont ? Sur la conception en amont. Bien. Il s'est trouvé que ces techniques sont rentrées en Europe, en France en particulier, en même temps que la financiarisation, parce que c'est les mêmes années, bien, et dans de très nombreux cas, ces techniques qui ne peuvent fonctionner qu'avec du travail plus qualifié, qu'avec des gens plus réactifs, plus capables de faire face aux aléas, ces techniques sont rentrées alors qu'on n'a pas touché, ou presque, à la formation des gens, et où on n'a rien préparé, ou très peu préparé en amont, dans la logistique, dans les approvisionnements, dans la linéarisation des ateliers, etc., si bien que les gens se sont retrouvés sans stock, c'est-à-dire sans réserve, sans gras, à devoir gérer des dizaines de problèmes qui se culminé, si je peux dire, qui s'accumulaient en bout de chaîne. Et on est passé à des méthodes dites de management par le stress. Ça veut dire que dans la mesure où rien de ce qui avait été nécessaire n'était réalisé au moment, par exemple, des assemblages finaux, etc., des assemblages finaux, les gens se trouvaient absolument le dos au mur. Bon, voilà. Moi, j'ai interviewé des ouvriers de chez Renault à cette époque qui disaient « Juste à temps, on veut bien. Sauf que nous, en bout de chaîne, on voit arriver des trucs qui ne sont absolument pas ceux qu'on aurait dû trouver et il faut qu'on bricole et on a un temps tout à fait restreint pour faire les choses. On n'y arrive pas, on explose. » Mais l'aboutissement du processus, vous prenez l'exemple de l'automobile, ça a été les délocalisations. C'est une partie de l'aboutissement du processus, c'est une partie, parce qu'il y a quand même des choses qu'on continue à faire ici. Disons que la délocalisation a été une menace supplémtaire pour faire passer ces méthodes. Si vous voulez, je reprends encore un exemple de l'automobile, mais Virvold, vous vous souvenez de l'épisode Virvold? On a demandé à ces ouvriers d'accepter des méthodes de travail extrêmement exigeantes, etc., en leur disant si vous remplissez le plan, nous, on sera là. Ils ont rempli les objectifs. C'est très important ça. Ils ont rempli les objectifs. Mais la rentabilité a été jugée insuffisante. Ce n'est pas qu'elle n'existait pas, insuffisante.
On a fermé la boutique et on est allé s'installer ailleurs. Bon. Donc, si vous voulez, les délocalisations sont un facteur de pression supplémentaire. Voilà. Alors justement, le troisième point sur lequel vous insistez beaucoup, c'est une modification profonde du partage de la valeur. Ah ben oui, ben alors là il y a deux choses. Il y a deux choses. Hein. Il y a deux choses ici. Il y a le mode de fixation des rémunérations a changé. Et deux, le partage. Mode de fixation. Ce à quoi on a assisté, c'est la compression, on va dire, au maximum de ce qui est le revenu fixe, soit sous forme de salaire pour l'ouvrier ou pour l'employé, voire même pour le cadre. Et l'augmentation de la part mobile, de la part variable, en fonction des performances, en fonction du profit, etc. Bon, le cas typique, c'est les stocks options, mais par exemple, les plans d'épargne d'entreprise pour les salariés intermédiaires, c'est typique. C'est un moyen de distribuer une partie de revenus supplémentaires sans le construire dans la partie fixe, en le faisant dépendre des parties variables. Donc ça, c'est le premier changement. Il est, à mon avis, insuffisamment perçu et insuffisamment analysé. Encore une fois, la montée de la part variable, voilà, c'est ça le marché. Vous voyez, votre rémunération va dépendre de votre performance de marché. Et c'est aussi la financiarisation des revenus des milieux dirigeants. Bien sûr, et c'est la financiarisation des revenus des milieux dirigeants, y compris d'ailleurs de certains milieux intermédiaires, à travers les plans d'épargne salariale. Hein. C'est une manière de financiariser les revenus et de faire en sorte que les gens adhèrent à cette idée que c'est les performances qui comptent. Alors pour ce qui concerne les dirigeants, à travers les stocks options, c'est la financiarisation absolument générale. Et puis alors, c'est la deuxième chose, c'est l'évolution du partage. Hein. Alors, je ne veux pas revenir sur même si c'est discuté, sur les 9 points de valeur ajoutée qui sont passés des salaires ou des revenus salariaux, pour parler vite, des revenus du travail, pour être plus complet, au profit. Moi, j'ai fait des travaux techniques là-dessus avec un de mes thésards. Ce qui est extrêmement frappant, c'est non seulement la montée des dividendes et sous une autre forme, qui est une autre forme de rémunération des actionnaires, les rachats d'actions, hein, non seulement cette montée-là dans le profit global, mais ce qui est encore plus spectaculaire, c'est le fait qu'en période de récession ou en période de profit qui diminue, parce que la conjoncture est mauvaise, cette partie-là, pratiquement, ne bouge pas. On est passé à une situation de profit minimum garanti. C'est plus du tout le salaire qui est garanti. Dans une logique purement financière, où on joue éventuellement sur le dénominateur de la rentabilité. Mais oui, dans une logique dans laquelle le chantage des actionnaires leur permet d'exiger un niveau de revenu garanti, quoi qu'il arrive. Vous avez insisté tout à l'heure sur la brutalité avec laquelle ça s'est passé en France à partir de 1986 avec les privatisations. Est-ce que l'évolution a été différente par rapport à l'Allemagne? Parce que quand on rapproche ça de la désindustrialisation massive de la France. En Allemagne, l'étude technique dont je parlais, c'est une comparaison France-Allemagne. Alors, il faut dire qu'en Allemagne, on a eu une évolution comparable. Par exemple, sur les dividendes, sur les rachats d'actions. On a eu une évolution comparable. L'Allemagne n'a pas été protégée de cette tendance. La différence, maintenant en termes d'emploi, etc., c'est que... Alors là, je vais vous dire quelque chose que moi, je considère comme extrêmement important pour expliquer la situation de désindustrialisation de la France. Bien. Pourquoi l'Allemagne a été moins affectée que la France par la financiarisation, alors que, par exemple, c'est ce que je viens de vous dire, on a une évolution comparable sur ce type d'indicateur. Pourquoi? Pour une raison très simple. Et ça, c'est vraiment... Oui, je vais avoir le temps de le dire, j'en suis ravi. Parce que la manière de faire de la France, la manière de faire de l'industrie de la France, c'est une manière qui était issue des grands projets de la période 45-75. C'est-à-dire que... Les projets colbertistes. Oui, ce qu'on appelait les projets colbertistes, mais qui, pour moi, n'a aucune connotation péjorative. Je tiens à le dire. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les secteurs dans lesquels on a encore de la compétitivité, c'est cela.
Hein, c'est cela. Et là, on n'en a plus, c'est parce qu'on n'a plus rien fait. Bon. Donc, on avait une manière de faire qui était d'allier de la banque et du financement à long terme avec des centres de recherche qui souvent étaient publics, avec des grandes entreprises et des sous-traitants. Et c'est comme ça qu'on a été capable de faire Airbus, le TGV, le nucléaire, l'agriculture, etc. Bien. Les privatisations ont cassé ces réseaux, ont cassé ces systèmes d'alliance, ont cassé ces savoir-faire. Non seulement on n'a plus essayé de faire de grands projets, mais de toute façon, on ne pouvait plus, parce que la manière de faire, c'était une manière qui était dépendante d'un système d'interrelation. Mais est-ce qu'on n'était pas à l'époque dans un système, je veux dire, dans des produits de grands projets, Ouais. de grands projets qui demandaient d'énormes investissements, et qu'on n'aurait plus aujourd'hui des types de projets comparables? On n'aurait pas des projets comparables parce que la révolution technique est passée par là. Le projet Ariane, Airbus, le nucléaire, Oui, oui. Méga projets. Non, mais il y aurait des tas de choses à faire aujourd'hui. Hein. Après, je vais revenir à l'Allemagne. Hein. Il y aurait des tas de choses à faire aujourd'hui. Dans les industries, écoutez, je vais vous le dire comme ça, dans la ville intelligente, capable de gérer ses systèmes de transport, capable de gérer son électricité et sa consommation d'électricité dans des immeubles économes en énergie, capable de gérer ses déchets. Voilà les grands programmes de demain. Voilà les savoir-faire qu'il faut fabriquer. On peut dire exactement la même chose sur la santé. Hein. On a des systèmes de sécurité sociale qui garantissent des demandes énormes, même s'ils ont été attaqués au cours des dernières années. Il y a là, entre la technologie, le service d'hôpital, la compétence de recherche, etc., il y a là les grands projets de demain. Bien, simplement, il n'y a aucune volonté de les faire. Alors maintenant, je reviens à l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne a été moins affectée que nous par la financiarisation? Parce que le mode de coordination spécifique de l'Allemagne pour faire de l'industrie n'a pas été touché. Le mode de coordination spécifique de l'Allemagne, c'est la grande entreprise, ses sous-traitants protégés dans des contrats de long terme, la Hausbank, la banque régionale, et l'État local. Cette coordination-là... Un phénomène de cohésion sociale, en quelque quelque sorte. Non, mais ce que j'essaye de dire, c'est que le mode de coordination à l'allemande, c'est ça. Hein. Et ce mode de coordination n'a pas été changé. Ce qui a permis à l'Allemagne de continuer à faire ses investissements de long terme sur ses points forts. C'est le mode de coordination à la française qui passait par la banque publique, le centre de recherche, la grande entreprise publique et ses sous-traitants qui a été, lui, détruit. Voilà pourquoi, à mon sens, et je pourrais en discuter très longtemps, voilà pourquoi, à mon sens, nous avons été et nous sommes spécialement impactés. La globalisation a eu non seulement, et la globalisation financière, a eu non seulement les mêmes effets que partout, mais elle a détruit notre mode de coordination. L'impact a été particulièrement grave en France. Particulièrement grave parce qu'on a détruit notre mode de coordination entre activités. Comment les Américains coordonnent en termes de politique industrielle, en termes d'industrie? Les Américains coordonnent avec les grands programmes militaires et avec une dépense gigantesque en recherche fondamentale qui va ensuite nourrir les petites entreprises de biotech, qui va ensuite nourrir les entreprises de l'électronique. Ce mode de coordination n'a pas été touché. Ce qui ne les empêche pas d'avoir tout de même un déficit du commerce extérieur gigantesque. Oui, mais au moins, leur mode de coordination n'a pas été touché. Ça leur permet de conserver une avance dans les grandes technologies de demain. Le mode de coordination allemand n'a pas été touché. Le mode de coordination japonais, qui est le Kairitsu, n'a pas été touché. Le nôtre, nous l'avons détruit. Le nôtre, il a été détruit par la globalisation financière. Voilà pourquoi, puisqu'il reste un tout petit peu de temps, voilà pourquoi je pense qu'il est indispensable de reconstituer des outils publics de pilotage. C'est indispensable. On ne sait pas faire autrement. On ne sait pas. Bon. Alors ce système, il est en crise. Il est en crise au niveau mondial. Depuis le début des années 2000, crise de la nouvelle économie, les faillites, Enron, WorldCom, etc. Depuis 2008, des faillites bancaires. Par quoi remplacer? Comment changer ce système? Comment sortir de la financiarisation de l'entreprise?
Comment sortir de la financiarisation de l'entreprise? Plus précisément, voilà, c'est un sujet. Comment sortir de la financiarisation? C'est un sujet connexe, ce n'est pas exactement le même. Alors, comment sortir de la financiarisation de l'entreprise? Il y a une série de propositions dans notre ouvrage. Premièrement, il faut en finir avec ce système catastrophique des stock options et des incitations totalement folles à ne fabriquer que de la valeur financière au détriment de tout le reste. Ça nous paraît absolument indispensable. Alors, réforme et ou suppression des stock options. Je considère que les stock options, pour des entreprises qui démarrent et qui sont très innovantes et qui envisagent de se payer sur leur succès futur, peuvent être conservés. Ce qui était l'objectif à l'origine. Ce qui était l'objectif à l'origine, c'est ça. Les stock options, c'est une perversion, en vérité. C'est-à-dire qu'au départ, c'était considéré comme, pour des petites entreprises innovantes, où les gens renonçaient à leur rémunération immédiate et les faisaient dépendre du succès. Et donc, moi, ça me paraît une chose qui est tout à fait dans l'esprit d'entreprise dont on a besoin dans des économies qui resteront de toute façon longtemps des économies de marché. Donc il faut être sérieux avec ça. Par contre, introduire les stock options dans des entreprises comme celle du CAC 40 où il y a 200 000 salariés au bénéfice de quelques-uns, c'est un instrument de confiscation de la valeur. Ce n'est plus un instrument de création de la valeur. Bon, donc voilà, réformer tout ça. Alors vous insistez beaucoup dans cet article, juste pour terminer, sur la modification des instruments de gouvernance et notamment que les parties prenantes participent davantage aux décisions. Oui, il nous semble que réformer les stock options, réformer les systèmes de rémunération, etc., tout ça c'est bien, c'est des préconditions. Bon. Si on veut vraiment sortir de la financiarisation, il faut réinstaller un peu d'équité dans les relations entre les différents partenaires. Bon, donc, il faut commencer par redonner de la voix et du pouvoir de discussion et de négociation aux salariés, bien sûr, mais il faut aller au-delà. Nous, on pense que des grandes parties prenantes, par exemple des grands sous-traitants ou des sous-traitants avec lesquels il y a des relations durables, doivent avoir voix au chapitre, y compris parce que, par anticipation, ils peuvent aider à trouver des solutions. Et modifier cette situation de rapport de force entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Je rêve pas. Je sais bien qu'il y a objectivement des conflits d'intérêts. Mais il y a aussi des intérêts absolument communs et donc des coopérations peuvent être trouvées. Enfin, dernier point, ce qui nous paraît important, et ça c'est l'observation de ce qui s'est passé au cours des dernières années, des associations de riverains concernés par exemple par des émissions toxiques, par des pollutions marines, ou atmosphériques, doivent pouvoir avoir voix au chapitre. Et donc tenir compte en fait de toutes les externalités. Mais oui, tous les partenaires à l'intérieur de l'entreprise et les partenaires externes. Exactement, et internaliser les externalités dans des structures qui permettent du dialogue, de l'échange, etc. Je ne suis pas en train de dire que les riverains doivent avoir un droit de vote au conseil, au comité d'entreprise par exemple. Bien sûr que non. Mais qu'il y ait des instances prévoyant régulièrement ce type de concertation nous fera éviter bien des difficultés et permettra à l'entreprise, pour autant qu'elle le souhaite, et beaucoup d'entre elles le souhaitent, de rentrer dans des politiques qui soient véritablement soutenables du point de vue écologique et du point de vue social. Eh bien, Benjamin Coria, je vous en remercie. Je vous remercie.